Très fort, et puis on y va. Et on lâche. On m'avait plutôt dit la respiration, et je tenterai les doigtiers. Je vous demande le silence. On a un décompte d'une vingtaine de secondes, un générique d'une dizaine de secondes, et ensuite, Adèle, je te donne le stop départ. D'accord ? Ouais, ça marche. I'm ready. I was C'est born une ready. conversation entre vous, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas 4 millions de spectateurs. Ne vous inquiétez pas, c'est dans la bonne humeur. Tu es modeste, Eric. Hein. Allez, je lance le direct. C'est parti. Bon. Oui. Faut que Pierre relève la tête aussi. 20 secondes avant le générique. Donc, je rappelle, nous sommes en direct. Générique dans 10 secondes. Ça peut être trop. 5. Générique, hein, attention. 2. 1. Le générique est en. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quel déchet, difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Bonjour à tous et bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors aujourd'hui nous sommes en direct à Auxillac, la ville natale de Céleste Albaret, pour fêter le centenaire de la mort de Marcel Proust. Et alors aujourd'hui je suis avec des invités de marque. Je vous présente Josette et Pierre Igrier. Laure Hillerin, nous sommes avec Michel Boubil, le président de l'Office de tourisme de l'Aubrac aux Gorges du Tarn. Et avec Gérard Fage qui est photographe, donc des invités de marque pour cette invitation sur Céleste Albaret. Alors Pierre Bonjour, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cet événement, comment c'en est venu qu'on se retrouve aujourd'hui pour célébrer Céleste Albaret? Oui, bien sûr, mais auparavant, je voudrais remercier KWZ et l'équipe d'Éric Michel de 50 bénévoles. C'est Adèle qui nous interviewe aujourd'hui. Voilà, alors comment est venu l'événement? C'est que Céleste Albaret d'Auxillac, vous savez que ça a été comment dirais-je, c'est plus qu'une domestique, c'est son histoire avec Marcel Proust est tout à fait surprenante et captivante, et je rappelle que Marcel Proust est considéré parmi les 5 plus grands écrivains français de tous les temps. Donc avoir à Auxillac quelqu'un qui est d'Auxillac, qui a vécu ses 20 premières années à Auxillac et qui a eu cette histoire absolument fascinante avec Marcel Proust, à l'occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, on ne pouvait pas passer à côté de l'événement. Donc il se trouve que nous sommes un certain nombre d'Auxillacois à avoir connu Céleste. Alors il y a Josette, mon épouse et moi, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi Marcel Pélissier, il y a Gérard Fage qui est là, il y a la fille de Marcel Pélissier, Rachel, et il y a aussi Guy Lévesque. Bon, avoir lancé cette idée de faire ces 3 journées de manifestation, celle-ci d'aujourd'hui est comment dirais-je, le feu d'artifice final, si je puis dire, puisque nous avons commencé à la Canourgue avant-hier avec une conférence de Laure Hillerin qui est à ma droite, qui a réuni près d'une centaine de personnes, et où elle a vendu ce jour-là 30 livres, 30 ces livres qui sont à la découverte de Céleste Albaret, qui est, mais elle vous le dira beaucoup mieux que moi, une véritable histoire de Céleste. Et hier à Mende avec les Lozériennes Paris, où sa conférence a été également très appréciée. Et cet après-midi, bien entendu, avec l'inauguration d'une plaque commémorative sur Céleste Albaret, et puis surtout une animation inédite qu'on a appelée une pluie de Madeleine, où on va demander à chaque participant de dire spontanément sa Madeleine de Proust, c'est-à-dire ce souvenir, je dirais, positif, qui d'une part, lui apportera l'émotion de son enfance, mais en même temps, lui donnera des forces pour aller vers l'avenir. D'accord, merci Pierre. Michel, je vous passe le micro. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot au sujet de cet événement au nom de l'Office de tourisme, du coup ? Écoutez, je crois que c'est un événement extrêmement important. Qui plus est, je tiens à souligner que à la Canourgue,
la bibliothèque municipale s'appelle Céleste Albarré. Ce n'est pas du hasard. Et je pense que c'était important que l'Office du tourisme soutienne cette initiative. Important pourquoi ? Parce que nous avons besoin de faire connaître, nous avons besoin et envie de faire connaître notre région, de faire connaître les personnages principaux de cette région, et dont Céleste, évidemment, est quand même un emblème. J'étais au Festival du film il n'y a pas longtemps et on parlait du coup de liberté à travers cet art exceptionnel qu'est le cinéma. Je pense qu'on peut en dire autant pour la littérature qui nous fait voyager et qui permet aujourd'hui de garder l'esprit ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'œuvre de Michel Albarré, sur la littérature pour tous ceux qui lisent pas forcément mais qui auraient envie de se lancer dans ces ouvrages et peut-être aussi ceux de Marcel Proust ? Écoutez, je crois que c'est extrêmement important que l'on fasse connaître un peu mieux cet écrivain que j'ai connu pendant mes études personnellement. Enfin, non pas, j'ai pas connu Marcel Proust, bien sûr, mais j'avais des sujets à traiter qui étaient sur sa littérature. Et à l'époque, je l'ai trouvé un peu hermétique par moments. Mais j'ai pu surmonter ces difficultés et surtout retrouver aujourd'hui avec plaisir, c'est-à-dire pratiquement 50 ans après, un vrai plaisir de lire Proust. Et il faut penser bien sûr au livre de Laure Hillerin, qui est un livre remarquable. Et je me permets d'ailleurs de dire que si je devais la définir aujourd'hui, Laure, je dirais qu'elle se conduit comme un véritable journaliste d'investigation. Parce qu'elle a fait un travail absolument remarquable de recherche. Elle est venue plusieurs fois à Auxillac, elle est allée aux archives départementales, etc. Donc tout ça, c'est pour montrer qu'il y a une vraie vie autour de cet événement. Alors on va reparler de son ouvrage tout à l'heure puisqu'on est avec Laure Hillerin évidemment qui est une personne exceptionnelle, qui était journaliste, qui aujourd'hui a écrit de nombreux ouvrages. On y reviendra juste après parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser et je suis très honorée d'être avec elle aujourd'hui puisque j'aime beaucoup la littérature et j'ai hâte de lire son ouvrage. Je n'ai pas encore eu l'occasion mais ça sera fait dans l'été avec grand plaisir. Juste avant de revenir vers vous Laure, je vais me tourner vers vous Josette. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Céleste Albarré ? Ma rencontre est très simple. Quand je me suis mariée, j'ai appris qu'à Auxillac, donc je ne me suis pas mariée à Auxillac, je me suis mariée à la Canourgue. Mais en épousant un Auxillacois, je me suis rendu compte que Céleste était d'ici et je me suis dit qu'il fallait que j'aille à sa rencontre. Et aller à sa rencontre, c'était demander aux gens du village de me présenter à elle. Or, personne ne voulait me présenter à elle parce que c'était une personne très discrète qui venait en vacances tous les étés, mais qui ne faisait rien pour être particulièrement reconnue des Auxillacois, qui n'avait pas été très tendre pour elle. Alors je pense qu'elle avait une grande dignité, une différence. Et alors je me suis dit, je vais aller frapper à sa porte et je verrai bien si elle me reçoit. J'ai frappé. Elle m'a examinée, elle a ouvert, elle m'a un peu examinée. J'avoue qu'elle est restée... Oui, elle est restée assez distante de moi et puis elle s'est rapprochée et là elle m'a dit entrez et après on ne s'est plus quitté. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez Josette de Céleste Albarré? Si vous deviez la définir, vous la définiriez comme quel genre de femme? Une femme très simple qui ne recherchait pas la gloire, mais par contre, à qui je faisais plaisir, puisque je lui parlais de Proust et que j'étais une inconditionnelle de Proust. Alors là, elle était dans le bonheur et je pense que c'est ce qui a fait, ce qui a créé cette amitié. Voilà, lui parler de Proust, c'était sa vie, c'était... Voilà, je ne peux rien dire d'autre. Il me semble que... Je dirais même pas qu'elle appartenait à Auxillac, je dirais qu'elle n'appartenait qu'à Proust. Donc à la recherche du temps perdu, elle avait retrouvé le temps à travers vous, à parler de cet homme extraordinaire qui a vécu du coup à la belle époque. Je ne sais, je pense qu'elle en avait retrouvé une partie. En tout cas, elle n'avait pas l'impression qu'il était mort. Alors tant que nous faisons vivre les gens, les gens ne sont pas morts, donc son œuvre reste encore très...
c'est singulier, Proust, il est difficile à lire, mais quand on l'a pénétré, eh bien, alors on le quitte pas plus, et c'est mon cas, bien que ce ne soit pas ma lecture quotidienne, mais c'est une lecture c'est un texte que j'ai dans ma tête toujours. Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la disparition des choses, seul demeure l'édifice immense du souvenir. C'est Proust qui a écrit cela. Évidemment, ce sont de très belles lignes. C'est magnifique, Josette, et c'est très important ce que vous dites au niveau de la mémoire, puisqu'évidemment Marcel Proust a travaillé sur le temps, sur la mémoire, les souvenirs, c'est l'édifice de son œuvre, à la recherche du temps perdu. Et vous dites, les gens qui sont partis survivent en fait dans la mémoire des vivants, et je pense que c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui, de se dire qu'on le lit toujours, et que grâce à des personnes comme vous, il y a aussi une transmission qui est faite, et je pense qu'on ne pouvait pas lui rendre meilleur hommage. Et merci à votre radio qui vient jusqu'à nous, parce que c'est pas nous qui avions la... Non, nous, on faisait ça pour intéresser notre Auxillac, etc. Mais ce n'était pas fait pour forcément être enregistré. Merci beaucoup, en tout cas, c'est un témoignage c'est une façon de nous témoigner beaucoup de respect. Merci beaucoup, et surtout du respect à Céleste et à Proust, qui sont des figures hautement plus importantes en tout cas, que moi-même. Mais on est ravis d'être avec vous, et moi je vous remercie du fond du cœur de nous partager ça, parce que c'est un bout de vos souvenirs mais aussi de vos vies, et du coup que vous partagez aujourd'hui, donc merci infiniment. Laure, je passe à vous. Gérard, je reviendrai un petit peu à vous, puisque aujourd'hui vous avez une exposition de photos qu'on peut voir, donc je viendrai un petit peu à vous par la suite, ne vous inquiétez pas. Laure, je passe à vous. Alors, vous avez écrit un ouvrage à la recherche de Céleste Albarel, enquête inédite sur la captive de Marcel Proust. Alors, je me suis un petit peu renseignée. J'ai vu que vous aviez une citation d'Edgar Morin. Donc, une biographie n'est pas que l'histoire d'une vie, c'est la réinsertion d'une vie dans l'histoire et de l'histoire dans une vie. Alors, j'ai envie d'ouvrir avec ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette citation? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, c'est vrai, parce que quand on écrit la biographie de quelqu'un, on ne peut pas la séparer de l'époque dans laquelle on l'a vécu. Donc, inévitablement, quand j'ai suivi Céleste Albarel, je dirais, du berceau à la tombe, et ça m'a amené à parler, à recréer un peu la vie quotidienne à Auxillac pendant son enfance, et puis ensuite la vie à Paris pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'elle s'occupait de Marcel Proust, et puis ensuite après la guerre, puisqu'elle lui a survécu 62 ans. Donc une biographie, c'est un travail de mémoire et de résurrection pour moi. C'est une façon de faire revivre quelqu'un qui a été complètement oublié, puisque le nom de Céleste Albarel était connu des lecteurs de Proust, mais uniquement comme celle qui avait été sa gouvernante, sa servante, sa confidente. Et personne ne s'était intéressé à elle pour la femme elle-même. C'est-à-dire que sa vie avant et après Proust n'intéressait personne. Or, moi, c'est ce qui m'a le plus passionné quand j'ai commencé ce travail. Et c'était un réel travail, parce que j'ai vu 48 heures d'enregistrement, un vrai travail d'investigation, un retour en Lozère à Auxillac pour aller à la rencontre des gens. Évidemment, vous avez appris beaucoup de choses sur cette femme. Qu'est-ce qui vous a le plus interrogé par rapport à elle? Qu'est-ce que vous avez découvert qui était incroyable? Alors c'est vrai que ça a été une véritable enquête policière, hein, vraiment. Donc j'ai découvert des tas de choses. J'ai d'abord découvert ses racines familiales. C'était quelqu'un qui était profondément ancré en Lozère. Et Marcel Proust lui disait vous avez une belle âme, je voudrais savoir d'où vous la tenez. Eh bien, à mon avis, il suffit de venir ici à Auxillac et on comprend d'où elle tient sa belle âme, ce paysage absolument merveilleux. Sa famille, qui était une famille de paysans qui n'étaient pas pauvres, qui étaient propriétaires, mais qui étaient profondément enracinés. Donc, elle a eu une enfance enracinée. Et vous savez que les arbres, quand la silhouette extérieure de l'arbre, celle qui émerge, est pratiquement celle qui est sous la terre, c'est-à-dire les racines. Donc, plus les racines plonge profond, plus l'arbre monte haut. Eh bien voilà, c'est le cas de Céleste, qui était vraiment une personne qui avait une véritable grandeur, une grande classe, une vraie spiritualité. Et ce que Proust a deviné au premier regard, hein, dès qu'ils se sont vus, il avait le don de pénétrer les êtres derrière les apparences, et tout de suite, il a vu derrière la paysanne qui pouvait lui paraître godiche, que Odilon, son chauffeur, était venu lui présenter. Il a tout de suite vu une femme magnifique, fidèle, intègre,
Voilà, donc c'était très intéressant. Et puis alors ensuite, bien entendu, j'ai parlé de sa vie avec Proust. Elle avait écrit ses souvenirs dans les années 73. Mais vous savez, quand on écrit les souvenirs après un demi-siècle, ils sont toujours un peu filtrés et embellis. Et donc là aussi, j'ai fait des découvertes. En croisant avec ce que dit Proust dans sa correspondance et les contemporains, et puis les petits billets qu'il lui écrivait, je me suis aperçu que cette vie n'était pas aussi idyllique, ça n'était pas un long fleuve tranquille comme elle est là, et ça a été souvent très dur pour elle. Mais j'ai découvert aussi une amitié, une intimité très profonde. À la fin de la vie de Proust, qui était un véritable tyran, mais qui aussi avait une profonde affection pour Céleste, ils étaient un peu comme un vieux couple qui s'adore et qui se chamaille. Alors elle le présente comme quelqu'un qui était absolument parfait. Elle le canonise et elle se canonise aussi, alors qu'ils avaient tous les deux un fichu caractère. Et d'ailleurs, ça c'est très perceptible dans les petits poèmes qu'il a écrits, que Marcel Proust a écrits sur Céleste, par exemple. Belle, fine, allègre, lançant à Marcel un mot aigre, lui rendant pour miel le vinaigre. Enfin voilà, elle avait de la défense. Et heureusement pour elle d'ailleurs, sinon elle n'aurait pas survécu. Et puis, oui. Et puis ma grande découverte aussi, ça a été sa vie après Proust, parce qu'elle lui a survécu 62 ans. Alors juste avant de parler de sa vie après Proust, donc vous l'avez raconté, elle s'est mariée avec Odilon Albaret, donc qui venait de Montgésieux, qui était le chauffeur de Marcel Proust. Elle a au début commencé par livrer les livres de Marcel Proust, parce que j'écoutais donc sur son émission sur France Culture, où elle disait que finalement elle aimait pas forcément le monde, elle aimait pas trop sortir, ça lui avait permis de rencontrer. Comment ça s'est passé vraiment ces années chez Marcel Proust avant qu'il décède? C'était un peu sa femme de l'ombre? Oui, tout à fait. C'était ses amis l'appelaient d'ailleurs l'ambassadrice au noble langage. En fait, Odilon l'a présentée à Marcel Proust parce qu'elle avait véritablement déprimé quand elle était habitée à Paris. Il l'a emmenée à Paris et elle s'est retrouvée dans une banlieue enfumée, sans Levallois-Perret, sans voir le soleil se lever ni se coucher. Et Proust, qui s'intéressait beaucoup aux gens, demandait des nouvelles à Odilon et il lui dit « Elle m'inquiète, elle ne dort plus, elle ne mange plus. » Et c'est là où il lui a dit « Mais qu'elle vienne tous les après-midi chez moi, elle va porter les petits paquets. » Et c'est là où elle a commencé à pénétrer un peu dans la mystérieuse caverne. Alors au début, elle ne connaissait que la cuisine, elle portait les petits paquets, elle attendait, et puis ensuite elle se retournait chez elle. Mais sa vie déjà a été transformée, parce qu'elle aussi avait pressenti chez Proust quelqu'un d'exceptionnel. Et puis ensuite, il y a eu le doigt du destin, un concours de circonstances. La servante, enfin la femme de chambre de Marcel Proust, qui était la femme de son valet, est tombée malade. Marcel Proust a dit à son valet, allez tous les après-midi voir votre femme, Céleste assurera l'intendance. Et voilà, il voulait l'attirer un peu dans son orbite. Et c'est là que Céleste a commencé à attendre d'abord, et puis ensuite un jour, elle a pénétré dans la chambre de Marcel Proust pour lui apporter le plateau du café avec. Et alors là, c'est très amusant parce que on parlait de la mémoire et de la Madeleine de Proust. En entrant dans la chambre de Marcel Proust, qui était très enfumée à cause des fumigations, elle s'est vue transportée dans une carrière à côté d'Auxillac qu'on l'avait emmenée visiter quand elle était petite. Et là, c'est vraiment le type de la mémoire involontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un souvenir intellectuel, c'est qu'on est transporté. On a 4 ans, on a 5 ans, on a 8 ans. Et c'est très curieux qu'elle ait eu cette impression, parce qu'en effet, elle entrait bien dans une carrière. C'était la carrière du souvenir, où Marcel Proust puisait pour bâtir son œuvre. Et d'ailleurs, André Mauroy avait dit qu'il était à la fois le mineur et la mine. Voilà. Donc elle a tout de suite été sous le charme. Et puis ensuite, deuxième coup de pouce du destin, la guerre, qui a mobilisé tous les hommes. Donc Odilon a été mobilisé, le valet de Marcel Proust a été mobilisé, et c'est là qu'elle est rentrée à son service. Au départ, provisoirement, Marcel Proust lui avait dit « je chercherai quelqu'un d'autre ». En fait, il était bien décidé à la garder. Et sans jamais l'avoir voulu, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, sans jamais l'avoir voulu, elle est restée à son service. Et elle a une phrase extraordinaire. Elle dit « je me sentais libre puisque je n'avais jamais voulu être là ». Ça, c'est une phrase absolument magnifique, quoi. Et c'est vrai qu'elle était très libre, elle n'avait pas du tout l'esprit d'une domestique, elle était avec lui d'un naturel et d'une franchise totale. Et c'est ça qui l'a séduit. Et voilà, donc non seulement elle assurait tout le côté matériel qui n'était pas simple, elle vivait à l'envers, parce que Proust vivait la nuit, donc elle restait éveillée une grande partie de la nuit, puis ensuite elle devait se réveiller pour faire le café dans l'après-midi, puis des tas de courses que Marcel... Donc
ça demandait beaucoup d'énergie. Et puis, elle était devenue aussi son ambassadrice, parce qu'il a coupé le téléphone dès qu'il est... peu de temps après qu'elle soit rentrée à son service. Et c'était elle qui allait faire les téléphonages. Donc, c'était elle était vraiment la gardienne du temple. C'est elle qui faisait rentrer les gens, qui les faisait patienter si Proust n'était pas réveillé, qui filtrait, qui portait les communications. Et elle était la voix, et elle était vraiment la voix de son maître, mais au sens propre, puisque souvent les amis de Proust, quand elle téléphonait, ils la prenaient pour Marcel Proust. Elle avait fini par parler comme lui, quoi. Et au fil des temps, s'est développée entre eux une intimité extraordinaire dont on n'a aucun exemple, nulle part, on n'a aucun exemple de relation entre un écrivain et sa gouvernante qui soit aussi profonde, aussi intime, parce que c'était deux êtres très instinctifs, tous les deux, et qui étaient restés très proches de leur enfance, et qui avaient tous les deux le don de voir derrière les apparences. Donc elle était d'un naturel parfait. Quand elle voyait quelqu'un, un ami de Proust, elle disait carrément ce qu'elle en pensait. Par exemple, André Gide, elle l'appelait le faux moine, et alors elle l'imitait. Elle faisait rire Marcel Proust de façon extraordinaire. Et puis, quand il lui racontait ses soirées, son enfance, les gens qu'il avait vus dans la soirée, etc., eh bien, il en usait avec elle comme pour rattraper une balle, quoi. Et il était très, très, très preneur de ses réactions qui étaient totalement spontanées, qui le faisaient beaucoup rire, mais en même temps, elle l'aidait à faire avancer son œuvre. Donc, et ça, elle s'en rendait bien compte. Donc, ça a été vraiment des relations très, très étonnantes, même si Marcel Proust était beaucoup plus tyrannique qu'elle ne l'a reconnu ensuite, même si elle se rebellait parfois. Mais un jour, elle a voulu le quitter parce qu'elle était épuisée, et il lui a dit non, sans vous, je ne pourrais plus écrire, parce que vraiment, voilà. Puis en plus de ça, il y a cette fameuse histoire des paperoles. Raconter les paperoles, c'est quand même... Oui, Marcel Proust corrigeait toujours, il rajoutait, c'était un véritable enfer pour les typographes et les éditeurs. Il rajoutait dans les marges de ses épreuves, de ses cahiers, il y avait des papiers partout qui étaient collés, qui volaient, et c'est Céleste qui a eu l'idée de les rabouter les uns aux autres, de façon à faire de longues bandes qui ensuite étaient repliées à l'intérieur du livre, comme ça, mais les typographes étaient bien obligés de suivre. Et donc ça, quand elle a découvert ça, elle lui a appris ça, il était fou de joie. Et dans son roman, il prête cela à sa servante Françoise, parce que Céleste a donné beaucoup de sa personnalité à cette fameuse Françoise. Et alors, Marcel Proust décède, il décède à 51 ans puisqu'il était très malade, il avait des problèmes d'asthme. D'ailleurs, une partie de son œuvre sera publiée à titre posthume. Vous racontez qu'à la mort de Proust, elle se retrouve apatride, elle est entre deux mondes. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, vraiment. Alors, il lui avait donné un texte de Lamartine qui s'appelait Prière de la servante, et qui est magnifique, que je cite dans mon livre, qui dit « Le maître est mort, nous n'avons pas le droit d'être en deuil. La maison n'est pas à nous. » Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'elle avait été tellement captée dans la vie de Proust qu'elle était devenue quelqu'un d'autre. Et donc, les gens d'Auxillac, elle les avait perdus de vue. Elle n'était jamais revenue, si ce n'est pour l'enterrement de ses parents. Elle n'avait plus rien de commun avec eux. Et même Odilon, son mari et les gens de son milieu, elle n'avait plus rien de... Elle trouvait le monde normal vulgaire, voilà. Et donc, elle était vraiment apatride, et sa seule patrie, c'était devenu Marcel Proust. Et il a fallu vivre après, quand même. Il a fallu qu'elle gagne sa vie, il a fallu qu'elle vive une vie normale au milieu des gens normaux. Et donc, elle l'a vécu, cette vie, puisqu'il fallait bien qu'elle vive. Elle a pris avec Odilon la gérance d'un petit hôtel rue des Canettes, qui était un garni très, très, très misérable, où on hébergeait au mois des ouvriers qui, à l'époque, venaient pour travailler dans toute la France. Donc, ce n'était pas une vie facile. Elle a eu une petite fille, heureusement, qui l'a aidée à revenir à la vie. Et puis, elle continuait à vivre à l'envers, elle dormait très peu, elle se rappelait dans sa tête ce que lui avait dit Marcel Proust. Enfin, sa fille disait, le disque de Proust tournait sans cesse dans sa tête. Donc elle avait une double vie en quelque sorte. Elle avait sa vie de tous les jours, qu'elle devait bien mener, et puis en même temps une double vie. Et très vite, elle a commencé à recevoir un petit cénacle de fidèles dans son unique pièce, parce que pendant 30 ans, elle a vécu dans une pièce qui servait à la fois de chambre à coucher, de cuisine, de salle à manger, etc., sans fenêtre dans cet hôtel. Ce n'est pas une vie confortable. Mais voilà, elle avait son petit cénacle qui venait l'entourer. Puis peu à peu, elle a eu un peu plus de notoriété, parce que Marcel Proust, qui était tout à fait tombé, dans une espèce de purgatoire dans les années 30-40 jusqu'au début des années 50,
voilà, les existentialistes trouvaient que c'était un suppôt de la bourgeoisie, il ne s'était pas intéressé à la question sociale. Aragon disait que c'était un recueil de propos de concierge, disait-il à propos de la recherche du temps perdu. Et puis peu à peu, il a été publié dans la Pléiade, on a commencé à écrire des biographies sur lui, il est publié en livre de poche et il devient beaucoup plus à la mode, beaucoup plus lu. Et sa notoriété, la notoriété de Céleste a suivi exactement la même courbe. Elle a été nommée gardienne du musée, enfin qui n'était pas encore un musée, de la maison de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury, et ça s'est su, et les gens savaient qu'il suffisait d'aller taper à la porte de cette maison, pas avant 14h, parce que elle continuait à vivre la nuit, elle ne pouvait pas être habillée. Souvent, elle recevait encore en peignoir, d'ailleurs, et le soir, comme les visiteurs s'étaient succédés, elle était toujours en peignoir. Et de qui leur avait-elle parlé? Très peu de Ravel, qu'elle n'avait pas connu, mais beaucoup de Marcel Proust. Et voilà, puis elle a été interviewée à la télévision, et là, elle a montré un talent exceptionnel, parce que pendant des années, elle avait fait tourner le disque de Proust dans sa tête pour elle-même, et puis ensuite pour un petit cénacle, et donc elle possédait à fond son sujet. Et là, elle est parue dans des émissions qui ont été regardées, qu'on peut encore trouver aujourd'hui d'ailleurs sur YouTube, notamment l'émission Marcel Proust, Portrait Souvenir, où elle a littéralement crevé l'écran, quoi. Et puis, elle a publié son livre, je ne sais pas si je continue encore sur... Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. En 1973, Georges Belmont est venu la voir. Elle avait toujours refusé de raconter ses souvenirs. Mais là, ce qu'il a décidé, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait essayé de publier, d'écrire ses souvenirs, qui était venu la voir. Elle n'avait pas voulu, mais il avait quand même publié un livre qui s'appelait Céleste, et dans lequel il la citait. Alors ça l'a mise en rage. Et puis il y avait le livre de Painter aussi, qui parlait beaucoup de Proust et de son homosexualité, qui n'était pas venu la voir, et ça aussi, ça la mettait en rage. Et donc elle a accepté de raconter ses souvenirs. Elle a été interviewée pendant 6 mois par Georges Belmont. On a 45 heures d'enregistrement qu'on peut écouter à la Bibliothèque nationale, ce que j'ai fait, et dans lequel elle raconte beaucoup de choses qu'elle n'a pas gardées pour son livre, parce que son livre a été filtré, relu au mot près. Elle ne voulait rien dire, par exemple, contre la famille, les descendants de Robert Proust, etc., contre la famille, enfin, elle était très... Et donc, quand elle a publié ses souvenirs, ça a fait un tabac en France, à peu près 80 000 exemplaires. Ça a été publié en anglais, en Amérique, jusqu'en Turquie, en Italie, en Espagne. Et j'ai eu la chance de découvrir des archives avec la correspondance entrante, la correspondance qu'elle avait reçue depuis la mort de Proust jusqu'à sa mort à elle. Et j'ai découvert des centaines de lettres d'admirateurs. On venait la voir du monde entier, et les gens venaient la voir ou lui écrivaient. Et ils venaient la voir comme si elle était la réincarnation de Marcel Proust. Et donc elle a véritablement, et c'est ça qui l'a aidé justement à surmonter son chagrin et la dépression qu'elle a eue à la mort de Proust, c'est qu'elle s'est donnée pour mission d'être témoin de la mémoire de Marcel Proust. Alors évidemment, elle a un peu embelli les choses. Par exemple, il ne fallait pas aborder avec elle la question de son homosexualité, de l'homosexualité de Proust. Elle ne la niait pas. Elle disait oui, c'est possible, mais moi, j'en ai jamais rien su. Voilà, c'est tout. Et Josette m'a raconté, parce que je suis allée voir Josette quand j'ai commencé mon enquête, et elle m'a dit exactement la même chose. Et puis pour sa définition de Céleste, elle a dit une chose très belle. Elle a dit que c'était une femme qui avait une classe extraordinaire. Et c'est vrai. Alors, je vous coupe pas parce que c'est passionnant. On a énormément de monde en ligne. Et parmi les personnes en ligne, on a Annie Cantagrel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui dit coucou Pierre et Josette. Voilà, je vous transmets juste petit message. Merci. Alors, Avec le micro. Avec le micro. Ah oui, excusez, le manque d'habitude. Moi, j'aurais simplement voulu dire que Marcel Proust a toujours dit à Céleste, un jour, Céleste, vous serez connue. C'était un visionnaire. Il avait une extrême sensibilité, comme a dit Laure. Et donc, il avait vu. Et aujourd'hui, c'est cela. Je pense qu'elle n'aurait pas aimé du tout qu'on parle d'elle, mais par contre, que nous parlions de Proust, alors c'était, comme je le disais tout à l'heure, le grand bonheur. Donc merci à vous tous.
Et Laure, du coup, en parlant de livres, je reviens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre livre? Alors, messieurs, dames, je vous rappelle que nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Un petit café littéraire sans café, mais avec beaucoup de littérature. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez revoir l'émission un petit peu plus tard. C'est vraiment un moment exceptionnel qu'on est en train de passer. Donc, j'espère qu'on pourra partager ça avec vous. Laure, votre livre. Alors, moi, j'ai une petite citation, évidemment, on ne se demande pas de qui, de Marcel Proust, que je vous lis tout de suite. Les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez écrit de nombreux ouvrages? Vrai. Parce que son livre, c'est bien l'enfant de l'obscurité et du silence. Il avait besoin d'être totalement coupé du monde quand il écrit. Oui. Il avait besoin d'être coupé du monde totalement. Il avait une chambre à boulevard Haussmann qui était entièrement tapissée de livres. Il ne supportait pas le moindre bruit. Céleste, par exemple, la cloche de l'église aurait été insupportable. Et ce qu'il ne supportait pas, c'était d'entendre la vie des autres. Céleste ne devait faire aucun bruit. Elle marchait sur la pointe des pieds. Elle ne devait pas claquer une porte parce que rien ne devait troubler le recueillement dans lequel il était pour descendre au plus profond de lui-même. Et ça, il a tout à fait raison. Moi, je l'expérimente. Bon, je n'écris que des biographies, mais même, j'aime beaucoup écrire la nuit. Parce que là, je n'entends même pas voilà, il y a plus de vie autour de moi, il n'y a plus que mon sujet. Et ça, c'est une phrase très très belle, oui, absolument. Il a tout à fait raison. Et alors, votre ouvrage, À la recherche de Céleste Albaret, l'enquête inédite sur la captive de Marcel Proust, à quel endroit peut-on le trouver? Eh bien, écoutez, dans toutes les bonnes librairies. Cela a été, donc celle de la Canourgue notamment. On peut les commander parce que, bien entendu, les librairies ne peuvent toujours pas avoir du stock. Mais bon, à la Canourgue, ils n'en avaient pu commander que 30, ils auraient pu en vendre le double. Donc je pense qu'à la librairie de la Canourgue, il va en recommander. Et puis sinon, on peut en commander chez son libraire ou même par Internet chez des libraires qui vendent des livres. Donc voilà, ou vraiment sur Amazon si on est très pressé. Mais moi, je suis pour faire travailler les libraires qui sont les grands serviteurs de la littérature. Voilà. Donc voilà, on peut le trouver partout, il n'est pas encore épuisé. Laure Hillerin, merci pour tout. Vous avez aussi un site internet sur lequel j'avais vu pas mal de choses, donc on peut se renseigner, retrouver des interviews directement en ligne, même si ça ne vaut pas le plaisir de vous avoir aujourd'hui en direct, ça c'est certain. Ah, c'est un grand plaisir pour moi en tout cas. En tout cas, on parle de Marcel Proust, qui est un homme extraordinaire, de Céleste Albaret. On ne parle pas assez de ces gens qui leur rendent hommage comme vous, qui à travers les mots, à travers la littérature, des choses qui resteront marquées dans le temps à jamais, leur rendent hommage. Et moi, je vous remercie surtout vous aujourd'hui, même si on est là pour Céleste Albaret. Laure Hillerin, vous êtes une femme exceptionnelle. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je pense que je ne mérite pas de tels éloges, mais je les accepte néanmoins avec gratitude. Marcher sur la pointe des pieds. C'est ça. Pierre, du coup, on vous repasse le micro. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manifestation autour de Céleste Albaret aujourd'hui à Auxillac? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver cet après-midi après vous avoir rencontré ce matin? Cet après-midi, on trouvera une exposition Auxillac autrefois. Gérard Fage, qui est un Auxillacois collectionneur, vous en parlera davantage, si vous voulez, avec des scènes de la vie d'autrefois, c'est-à-dire du temps de Céleste. Mais ce que l'on pourra trouver à Auxillac cet après-midi, c'est d'abord à 15h l'inauguration officielle, avec un discours du maire de la Canourgue, Claude Malzac, et de Laure Hillerin. Et ensuite, nous nous transporterons à la Cour des Poètes, donc pour cette exposition, et puis surtout pour une animation complètement inédite. Donc j'espère que ça va marcher, parce que je crois que ça n'a jamais été fait nulle part. Donc c'est une première. Une animation des personnes présentes autour de la recherche de leur Madeleine, à la recherche de votre Madeleine de Proust, donc ce souvenir, etc. Et cette animation sera, après une introduction par Laure, sera animée par notre comédienne auxillacoise, Pascaline Grandjean, qui sait très bien faire ça, donc je pense que ce sera un gros succès dont on pourra reparler à l'occasion. Alors ça, c'est à quelle heure, Pierre, cette manifestation, cet événement à la recherche de la Madeleine de Proust? Eh bien, l'heure précise, je ne sais pas, puisque vous savez, 15h, normalement c'est 16h, mais je me méfie, entre guillemets, je me mets dans le bon sens du terme, des manifestations suivantes qui sont suivies d'un pot, en l'occurrence une bière, là, donc avec la chaleur, peut-être qu'on ne sait jamais, ça peut être... Enfin bon, bref. Moi, je pensais plutôt à des madeleines, je pensais que j'aurais des madeleines alors, plutôt qu'une bière. Non, je ne veux pas que vous dévoiliez la surprise que l'on réserve à nos participants. D'accord, on n'en dit pas plus. La bière, hein. Ah oui, c'était un grand buveur de bière qu'il faisait venir de chez Lippe.
D'accord. Ouais, oui. Et alors j'ajoute que, oui, donc après, le mieux c'est que les gens aillent à partir de 15h peut-être à l'auberge comme ça. Et puis avant la pluie de Madeleine, je dirais le fameux texte de la Madeleine de Proust, et puis un texte que le monde ne connaît pas, dans lequel Proust fait le portrait de Marie Gineste et de Céleste Albaret dans Sodome et Gomorrhe, un de ses livres, sous les traits des courrières de Balbec. Et là, il les décrit. Vraiment, il a tenu à les mettre sous leur vrai nom dans son livre et il les décrit telles qu'elles étaient au naturel. Ça, c'est un passage formidable. Voilà. Gérard, je passe à vous. Du coup, vous avez une exposition aujourd'hui à Auxillac, puisque vous êtes photographe, vous avez rassemblé de nombreuses photographies, notamment certaines qui sont de vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour. Non, je ne suis pas photographe, je suis collectionneur. D'accord. Et je suis tombé dans le bain tout petit. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Tout petit, j'étais collectionneur. Bon, le fait que je me suis passionné à la Lozère et puis à mon village, à chercher des images, des photos, des cartes postales, c'est peut-être du fait que je suis parti du pays. C'est ce que je me pose la question. Mais voilà, donc là, l'exposition, quand Pierrot Hygrier m'a contacté pour cet événement, il m'a demandé si je pouvais faire une exposition sur le village autrefois, sur Auxillac autrefois. Et j'ai répondu tout de suite, ok, d'accord, je suis partant. Donc en juin, je suis venu, on a préparé l'exposition avec Michel et puis Pierrot. Et voilà, donc on a sélectionné, parce qu'on n'a pas pu tout mettre, toutes les photos que j'ai à ma possession sur Auxillac. On a fait une sélection parce qu'on était limité en place. Donc on a quand même sélectionné 44 photos sur le village d'autrefois. Alors ces photos, ça fait plus de 40 ans que je collectionne, ça fait très 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 longtemps. Hein. Je dis toujours 40 ans, mais ça fait peut-être plus 45 ans environ. Alors j'ai deux passions, le train, puisque je travaillais à la SNCF, et puis les cartes postales anciennes, les photos. Donc ces photos, je les ai eues par l'intermédiaire des anciens du village. Quand je venais, je n'habite pas ici, j'ai une maison ici à Auxillac, mais je viens 4 ou 5 fois dans l'année à Auxillac, et beaucoup plus maintenant depuis que je suis à la retraite. Et donc j'allais voir les anciens du village et les familles que j'ai bien connues, et ces gens-là m'ont bien reçu, et on a discuté, et moi j'étais passionné par la vie d'autrefois, par cette vie que j'ai connue. Et donc ces gens-là m'ont prêté des photos, je leur ai demandé s'ils pouvaient me les prêter pour que je les scanne, je les enregistre. Mais je n'ai pas fait que ça, j'ai posé des questions et on a pu identifier les personnes qui étaient sur ces photos. Et c'est très intéressant parce qu'il ne suffit pas de ramasser des photos comme ça, mais ces photos ont une histoire. Et c'est cette histoire-là qui est intéressante à raconter. Comme pour les cartes postales, c'est pareil aussi. Les cartes postales, c'est une mine d'informations sur la Lozère, sur tous les départements français, bien sûr. Mais moi, je collectionne que la Lozère. J'ai environ 20 000 cartes postales depuis que je collectionne. J'ai tous les villages de Lozère, pratiquement. Bon, je connais d'autres collectionneurs, bien sûr, avec qui je suis un petit peu en concurrence, mais bon, c'est sympa quand même. Voilà. Okay. Et donc, je suis content de participer à cet événement, et à ma manière. Parce que bon, pour en revenir à Céleste Albaret, moi j'étais adolescent, j'étais gamin, je l'ai un peu connue quand elle venait en vacances ici. Parce que étant gamin, mes parents avaient une petite ferme. Et donc moi les jours de vacances c'était le jeudi. À l'époque, j'allais garder le petit troupeau. En face, nous avions un pré en face de la maison où venait Céleste. Et moi, je la voyais au mois de juillet-août, je la voyais quand elle sortait sur son balcon avec sa fille Odile. Mais je ne me souviens pas de M. Odilon Albaret. Oui, il était mort déjà. Il était déjà mort, oui. Il était déjà mort à l'époque, puisque Céleste a vraiment pu prendre des vacances à partir des années 60 et pas avant. Et Odilon est morte en 1960. Elle venait un peu avant. Oui. Elle venait un peu avant quand même, en vacances. Peut-être, mais moins. Elle a vraiment pu passer l'été à partir du moment où elle a été
À la retraite. Hein. Parce que moi j'ai des cartes postales écrites par Odilon Albaré Oui. avant 1960. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, ah ben oui, bien sûr. D'ici, parti d'ici. Oui, du peut-être. village. Odilon peut-être avait plus de facilité pour se déplacer, mais il fallait que quelqu'un reste quand même pour s'occuper de l'hôtel. Et puis sa fille Odile venait aussi, et elle envoyait beaucoup sa fille Odile en vacances, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Marie Gineste avait fait construire une petite maison au Pavennes à côté de la. Oui. Et donc qui existe encore avec un balcon qui domine. Et c'est là que je la voyais, moi. Oui. Sur son balcon. Voilà, c'est ça. Oui. Mais moi, je ne sais pas trop aller la voir. Vous voir. lui faisiez une sérénade ou pas du bas du balcon, Gérard? Comment? Vous lui faisiez une sérénade du bas du balcon non, ou pas? C'est pas que je les surveillais, mais je les voyais sortir. Mais elle était assez intimidante pour les gens du village. Il y avait un espèce de malentendu entre elle et les gens du village, parce que c'était devenu la Parisienne. Donc il y avait des bruits qui circulaient, on avait dit qu'elle avait été la maîtresse. Bon, elle voulait pas en parler. Il y avait, elle mettait de la distance, mais elle apparaissait alors souvent en peignoir, mais peignoir très élégant. Elle buvait du thé, et puis elle s'intéressait pas tellement à la vie du village. Ma maman adoptive m'en avait parlé. Oui. De Céleste. Oui. Parce qu'elle était elle était née en 1902, ma maman adoptive. Ah ben oui. Et elle l'avait bien connue. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, elle était partie du village, et pour les gens du pays, elle était partie à Paris. Elle disait qu'elle était partie à Paris. Et elle cherchait pas tellement à créer des liens. C'est pour ça que l'arrivée de Josette dans sa vie et l'été, c'était une bénédiction, non seulement pour elle, parce qu'elle pouvait lui parler de Marcel Proust, mais pour sa fille Odile, qui venait aussi tous les étés, mais qui en avait ras-le-bol d'entendre parler de Marcel Proust. Donc Odile disait à Josette, écoutez, surtout restez amis avec maman, parce que pour moi c'est formidable, là, ça me libère. Voilà. Justement, Josette, j'allais revenir à vous. Gérard, merci beaucoup. Nous ne manquerons pas de. Oui, je vous en prie. Ça sera très, très court. Le contact avec elle que j'ai eu, c'est pour la dédicace de son livre qui a été édité par Monsieur Belmont. Oui. Édité par Robert Laffont. Mais c'était Belmont qui était venu pour faire les interviews. Le journaliste. Et là, je me suis permis, j'avais acheté le livre à Orléans. Et en venant en vacances, j'ai amené le livre. J'ai dit, il faut que je fasse dédicacer le livre à Céleste Albaré, bien sûr. Elle m'a reçu gentiment, mais elle ne me connaissait pas bien. Elle m'a posé quand même quelques questions, et qui j'étais, tout ça. Moi, je lui ai expliqué. Et elle m'a gentiment dédicacé le livre, mais elle m'a mis 3 lignes, quoi. Oui. Mais c'était gentil, quoi. C'était sympa. Et voilà. Bon, mais merci beaucoup Gérard. Nous ne manquerons pas de venir voir votre exposition donc toute la journée à Auxillac. Josette, je reviens vers vous et on ne va pas tarder à rendre l'antenne. Oui. À part la passion pour Marcel Proust, qu'est-ce que vous retenez de Céleste Albaré en tant que femme? Une grande dignité. Je me rends compte que aujourd'hui, j'ai l'âge de Céleste. Et je me dis... en fait, quelle est la différence avec Céleste? Je ne sais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de différence. Parce que finalement, je pense que l'amitié nous lie et que je ne la vois pas, je ne lui donne pas d'âge, je ne me donne pas non plus l'âge que j'ai. Tout va bien, on continue à œuvrer, à parler de Céleste. Quoi de mieux? Que son nom demeure longtemps, que nous soyons nombreux à la mettre en lumière encore. Mais je ne sais même pas si elle a besoin de notre lumière, parce que c'était, je vous disais, quelqu'un de modeste. Il suffisait qu'on place l'éclairage, ce que vous saurez faire tous les deux, et sur Proust. Donc merci. Josette, merci. Laure, je clôture avec vous. À la recherche du temps perdu, un petit conseil sur le temps, la mémoire. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le temps, la mémoire, et c'est beaucoup d'autres choses aussi, c'est l'humour. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je crois que je l'ai là, mais il faudrait que je passe à 4 pattes pour le chercher. J'ai écrit un bréviaire jubilatoire, une anthologie qui s'appelle Proust pour rire. Et ça, je vais le montrer à l'écran. Qui est paru en 2016 Non, oui, mais il vient de reparaître en poche. D'accord. Voilà, ce sont des extraits très, très, très drôles de la recherche du temps perdu. Et j'en parle parce que
Proust avait énormément d'humour, Céleste aussi, et donc ça aussi c'était un lien. Et les gens qui sont intimidés par Proust ne le savent pas toujours. Pour eux, c'est une espèce de monument historique qu'il faut gravir par la face nord dans la douleur pour accéder à la rédemption littéraire. Eh bien, c'est tout le contraire de ça en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre où on peut butiner. Je fais juste une introduction sur la façon dont je vois la recherche et l'humour de Proust. Et puis ensuite, ce sont des tableaux avec des personnages. Et je suis très fière parce que j'ai fait des conversions. Il y a des lecteurs qui m'ont écrit en me disant, mais grâce à vous, on a commencé par lire ça, puis ensuite on s'est plongé dans la recherche. Pas forcément par le premier volume, on peut aussi commencer par le temps retrouvé. Et donc voilà, c'était pour démythifier un peu et pour tous les gens qui étaient un peu comme des néophytes sur le seuil de l'église où ils ne voulaient pas pénétrer, parce qu'il faut dire que c'est un peu moins le cas maintenant, mais les Proustiens patentés, souvent, voilà, ont un vocabulaire un peu... très intellectuels et aiment bien garder leur précaré en disant Marcel Proust, c'est quand même pas pour tout le monde. Eh bien si, tout le monde peut lire Marcel Proust. Il y a un truc à prendre pour rentrer dans les phrases. Il ne faut pas être intimidé, il faut essayer. Moi-même, j'ai essayé jusqu'à l'âge de 35 ans, je n'ai pas réussi avant. Bon. Et puis voilà, quand on tombe dedans, en revanche, c'est ce que j'appelle la potion magique et on n'en sort plus. Et c'est une autre façon aussi de rendre hommage à Céleste, qui a lu aussi 2 volumes de la recherche, et qui ne sont pas les plus faciles, qui sont Albertine disparue et La prisonnière. Merci Laure Hillerin. Donc une bréviaire Proust pour rire, et sinon vous avez à la recherche de Céleste Albaret, donc avec Laure Hillerin, que vous pourrez retrouver toute la journée, notamment avec tous nos invités, donc ici directement à Auxillac, en hommage à Céleste Albaret, donc la servante de Marcel Proust, aujourd'hui pour le centenaire de la mort de Marcel Proust. Donc merci à vous tous pour cet échange. Merci beaucoup. Et merci. C'était fort intéressant. J'espère que les gens auront l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui sur cette journée. En tout cas, merci pour tout. Je vous rappelle que vous étiez en direct sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne, en hommage à Céleste Albaret, donc avec des invités de marque que vous pouvez retrouver aujourd'hui, et notamment aussi avec l'exposition de Gérard Farge. Donc merci à tous. C'était Adèle pour le micro de KWZ TV Lozère. On se retrouve à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci à tous. Merci Adèle. Bravo Adèle. Chapeau, hein. Comme ça. Ah oui. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quel déchet, difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.